Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour cette 5e session des cours sur l'activation photochimique. Aujourd'hui, on va plus parler de chimie organométallique et comment la lumière peut affecter certains processus, soit en mettant un photocatalyseur ou pas d'ailleurs. Alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste et il pourrait faire l'objet d'un cours en lui-même, celui-là aussi d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc il a fallu évidemment sélectionner beaucoup de choses. Il sera suivi d'une approche des traitements mécanistiques par Sami Lagdar. Tiens, je me suis trompé de son affiliation, il n'est pas à l'ENS Paris-Saclay, mais il est LHFA à Toulouse. Donc il y a une petite erreur ici, mais je rectifierai ça tout à l'heure. Et donc lui, il va nous parler des études mécanistiques pour faire de la chimie verte, comment ça peut... c'est important de connaître les mécanismes des réactions. Et donc, moi aujourd'hui, je vais vous donner quelques généralités, puis après je vais rentrer dans des exemples très concrets, et finalement ceux qu'on connaît le mieux, c'est aussi ceux qu'on développe dans nos laboratoires, et donc j'ai un petit peu passé du temps là-dessus. Donc globalement, il y aura 3 parties à ce cours. On va parler de la sensibilité des complexes organométalliques à la lumière, et comment la lumière peut casser des barrières d'activation et rendre des processus beaucoup plus faciles, que ce soit l'addition oxydante ou l'élimination réductrice par exemple, sachant qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent de cet effet de la lumière sans réellement le traiter de façon très claire, parce qu'on a de plus en plus maintenant l'idée comment faire ça et les outils pour le faire, mais il y a eu pas mal d'articles où c'était vraiment très empirique, sans vraiment une analyse très forte des phénomènes. On peut aussi utiliser la lumière à dessein réellement en mettant un photocatalyseur qui va, lui, avoir un rôle précis, que ce soit du transfert d'énergie, soit du transfert d'électrons pour aider un processus organométallique. Et puis, il y a des cas où, globalement, on est entre la catalyse photoredox ou pas, ou transfert d'énergie. Et, par exemple, les complexes d'or, eux, ont cette capacité mixte de pouvoir faire les deux. Alors, si on regarde bien le principe, il est le suivant. Il y a une revue qui était très intéressante par Chang dans cette SIS Catalysis de 2020 qui analyse globalement ce que je viens de vous dire. Donc, si on fait par exemple la catalyse photoredox avec un complexe organométallique, là c'est très clair, on irradie ce complexe, il va faire des transferts d'électrons et d'énergie, donc on passe d'un réactif à un produit. Mais là, globalement, on a relativement simplifié le design, on utilise vraiment de façon sciemment un photocatalyseur. Ensuite, et en même temps, je dirais, est venue cette idée de pouvoir mélanger 2 processus, donc soit un processus de catalyse organométallique avec un processus de photocatalyse redox, donc ce qu'on appelle de la dual catalyse ou de la métallo-photocatalyse aussi. Donc toujours l'idée, on va partir d'un réactif pour obtenir un produit, et on va s'appuyer sur 2 cycles qui travaillent de concert. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu. Et puis globalement, il y a aussi un aspect très intéressant, relativement émergent, mais qui suggère que beaucoup d'intermédiaires organométalliques sont en fait suffisamment sensibles à la lumière pour être photoexcités et produire des réactivités, on va dire, relativement originales et distinctes. Et donc, on peut aussi profiter de cette sensibilité à la lumière des réactifs organométalliques pour former certains produits. Donc, si on revient sur ce spectre du ruthénium BP, ce que l'on voit, c'est que la bande, la transition sur laquelle on s'appuie pour faire toute la photocatalyse, c'est celle-là, c'est le MLCT, donc le Metal to Ligand Charge Transfer. Mais en fait, vous voyez qu'il y en a bien d'autres. Il y a ces 3 autres bandes, et donc globalement, les complexes organométalliques proposent généralement plusieurs bandes, et on peut évidemment activer à dessein une de ces transitions, et donc c'est une bonne entrée pour faire cette chimie photoirradiée. Et donc, par exemple, les transitions possibles à activer pour un métal de transition, ça va être un LMCT, donc Ligand to Metal Charge Transfer, mais ça va être aussi un MLCT, donc Metal to Ligand Charge Transfer, ça peut être un Ligand to Ligand Charge Transfer, ça peut être un intra-ligand charge transfer ou metal-metal
charge transfert s'il y a deux entités métalliques. Donc en fait, on a une possibilité d'état excité qui est très importante. Ce qui est d'ailleurs aussi montre, et la limite, c'est que contrôler ça n'est pas évident, et ça veut dire aussi qu'il faut vraiment faire des études en amont, souvent d'absorption évidemment des complexes, mais probablement de modélisation aussi, pour avoir une idée de ce qu'on va pouvoir activer sélectivement. Donc globalement, très grande richesse, mais aussi potentiellement très grande non-sélectivité si on ne travaille pas réellement de façon rigoureuse. Alors, toujours dans cette revue, ce que Chang répertorie, et en fait il traite tous ces cas, c'est en quoi la lumière peut affecter les différentes réactions élémentaires d'une réaction catalysée par un métal de transition. Et donc globalement, on peut avoir des dissociations de ligands qui sont soit hétérolytiques, ici, donc on va dans ce cas-là former deux entités chargées, mais ça peut être également une dissociation homolytique. Une qui est très connue aussi, c'est de se débarrasser d'un ligand tout simplement L, et le cas le plus classique, c'est un ligand CO. Donc cette décoordination permet en fait, dans ce cas-là, de libérer un site de coordination pour, par exemple, le substrat. Donc ça, c'est très, très, très utilisé. Et puis, évidemment, on peut aussi changer l'addition oxydante quand elle est photoirradiée. Soit on reste sur un processus concerté, mais ça peut être aussi un processus par single electron transfer, et donc où on a, par exemple, un intermédiaire radicalaire, ici, qui est susceptible de faire de la chimie. De même, on peut avoir une élimination réductrice qui est aidée par la lumière. On peut faire de la transmétallation, ça on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, avec la catalyse au nickel. Et puis, évidemment, on a aussi ces possibilités d'inversion ou de déinsertion d'un substrat ou d'une oléfine, par exemple, sur un complexe de coordination. Donc, dans toutes ces étapes, la lumière peut jouer un rôle. Et je vous prends un cas très, très historique et très connu. C'est la décarbonylation des complexes CP qui, en présence de lumière, vont libérer facilement un site de coordination et donc libérer ce CO. Dans les années 80, les heures de gloire du labo Vollard qui a travaillé sur ces cobalt 1, ces réactions de catalyse au cobalt ou médiées, parce que certaines sont stoichiométriques. Généralement, il y a une irradiation pour libérer, pour dégager du CO et donc permettre ces réactions de 2+2+2. Dans ce cas-là, le cobalt, comme vous voyez, a perdu ses ligands CO, mais reste complexé au diène qui est formé. Donc ça, c'est relativement classique. On peut utiliser cette libération de CO de façon aussi productive et récupérer ce ligand et le mettre dans une réaction. Donc c'est ce qu'on voit ici dans ce travail de Corset, ici, qui fait donc une aminocarbonylation catalysée par le palladium et la source de CO et ce complexe de manganèse 1 qui donc permet de libérer 3 ligands CO de façon très douce avec des LED bleus et de façon très très efficace. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle donc des CORM, des CO Releasing Molecules. Donc là, plus précisément, des photocorms, et donc il y a une revue aussi sur ce genre de chimie récente. Ça, c'est le cas relativement classique. Alors, la lumière, plusieurs fois, il y a eu des papiers, et j'ai pris 2 exemples de papiers relativement anciens. Quand on voit ancien, c'est quand même 15 ans, 20 ans, pas non plus très, très anciens, qui observent que des réactions classiques, ici une réaction de Heck, donc ça, c'est les travaux de Köhler. Ça, ce Sonogashira, ici, ce couplage de Sonogashira se fait mieux en présence d'une lumière. Alors, la lumière, ça peut être de l'UV, ça peut être une LED bleue. Et dans les 2 cas, leur hypothèse, avec un certain degré de démonstration, c'est que globalement, cette lumière aide à on va dire, former l'espèce catalytique de palladium 0. Et donc, on a une accélération de la réduction du palladium 2, du précatalyseur, grâce à la lumière pour former le palladium 0. Et aussi, dans le cas de Köhler, c'est un papier qui est assez étonnant parce qu'on reste quand même sur des conditions thermiques très, 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 très fortes.
mais globalement, la lumière accélère quand même réellement la réaction. Il y a un effet même à ce genre de température, avec ou sans lumière. Et globalement, la lumière a aussi un effet de protection du palladium en évitant la désactivation via du palladium nanoparticules. Dans le cas de ce travail ici par Ozawa et Akita, la photocatalyse au ruthénium, alors sans que ça soit vraiment décrit comme ça, là aussi permet d'engendrer le palladium 0. En fait, ce Sonogashira ici n'a pas besoin de cuivre, il va marcher sans. Et globalement, on peut faire cette réaction à température ambiante facilement. Et là aussi, si on fait ça dans le noir, ça marche vraiment beaucoup moins bien, alors que dès qu'on met la lumière et ce ruthénium, globalement, ce couplage est beaucoup plus efficace. Dans les deux papiers, leur explication principale est la génération de l'espèce palladium 0, tout en disant que oui, mais ça se trouve, ça aussi joue à un moment sur l'addition oxydante ou d'autres étapes du cycle. Donc globalement, il n'y a pas une vue non plus complètement claire et, on va dire, holistique de toute l'influence de la lumière et du photocatalyseur dans le cas, par exemple, d'Ozawa et d'Akita. Alors, ce qui avait aussi une étape importante, ça a été ces papiers dans les années 2010 par Fu et Peters sur le catalyse du couplage de Ullmann, donc couplage carbone-azote, avec du cuivre sous irradiation. Parce que là, globalement, c'est une réaction qui est très connue dans la littérature, mais généralement qui se fait dans des conditions thermiques vraiment très, très brutales. Et là, globalement, juste en mettant du cuivre 1, donc du TBOLI, une lampe qui peut être, alors ici, c'est du UV, mais dans certains cas, ça peut être aussi la LED bleue. On arrive à coupler cet azote ici avec un groupement aryl et former ces composés-là. Il y a plusieurs papiers, il y a même de la catalyse énantiosélective, à vrai dire. Et donc, l'idée, c'est qu'on part d'un cuprate ici, cuivre 1, qui peut être photo-irradié, accéder à un état excité. Et globalement, celui-là va très facilement en fait, subir une addition oxydante par electron transfer, où on engendre le radical ici venant du groupement alkyle primaire, alkyl halide ou aryl halide. Donc en fait, les deux marchent, hein, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ça peut être un alkyle ou un aryl ou un alkyle. Et globalement, ensuite, a priori, on passe par un cuivre 3, mais en élimination réductrice, et on forme le produit de couplage, et on repart pour un cycle comme ça. Et donc, l'étape clé serait la photoexcitation de ce cuprate. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une réaction qui s'est finalement initialement montrée relativement étroite au niveau des applications, puis après, qui a été suivie de nombreux papiers, et notamment donc, avec des groupements alkyles, aussi la possibilité de faire de la catalyse asymétrique. Dans cette revue qui est très intéressante sur les complexes de cuivre photoactivés, donc par Moucheron et Vanneau, c'est très très bien résumé. Et on verra d'ailleurs, je vous citerai encore cette revue à un autre moment dans le cadre de ce cours. Alors un autre papier beaucoup plus récent, mais là aussi qui interpelle, c'est finalement la lumière sur la catalyse au palladium. Il y a beaucoup d'articles là-dessus. Là aussi, on va dire des observations très claires, c'est que si vous mettez un halogénure d'alkyle ou d'aryl en présence de CO et d'un nucléophile, avec ce complexe de palladium, en tout cas, ce qui est très important, c'est ce ligand, c'est vraiment de l'huile meilleure. Si vous faites ça à température ambiante et qu'il n'y a pas de lumière, vos rendements ne décollent pas. Dès que vous mettez la lumière, globalement, vous avez des rendements qui sont vraiment excellents. Et donc là, dans cet article par Arnstedt, une analyse un petit peu plus, on va dire, forte du mécanisme. Et globalement, là, la lumière intervient, semble-t-il, donc aux deux étapes, à la fois d'addition oxydante, où globalement, si on mélange, ça c'est des réactions stoichiométriques hein, qui ont été faites, donc on part d'un halogénure d'aryl, du complexe de palladium ici 0, en présence de CO. En présence de lumière, on a ce produit d'addition oxydante. Et si vous mettez par exemple ce thiol, ce que vous voyez,
c'est que vous formez le dérivé, vous avez une délivrance d'hydrogène. Donc globalement, ça suggère que vous avez formé un radical aryl. Donc on a certainement formation de radicaux dans ce genre d'addition oxydante ici. Et de même, là, il a également fait ce complexe, donc il l'a isolé et analysé sa photoréactivité. Et donc, en présence de lumière, on va pouvoir faire le chlorure d'acide. Mais là aussi, si on met du tempo ou un thiol, on va en fait introduire un hydrogène ou ici ou du tempo. Et donc, ça suggère, dans ce cas-là, qu'on passe par un radical acide. Donc globalement, le mécanisme global proposé est le suivant. Donc on a réduction du palladium 2 en palladium 0, puis une addition oxydante de type radicalaire où on a un groupement, un radical R' qui est formé, qui réagit avec le CO, et puis globalement on forme ce complexe de palladium 2. A priori, échange de ligands pour former donc l'espèce chlorée ici. Et maintenant, on a cette élimination réductrice qui, elle aussi, transite a priori par un radical acyle. Et ce radical acyle vient arracher un chlore ici sur le palladium. De même, il y a capture de CO pour régénérer ce catalyseur, et donc on forme ça. Et une fois qu'on a ce chlore d'acide, il peut réagir avec un certain nombre de nucléophiles qui sont présents dans le milieu. Et donc l'argument principal de cet article, c'est que les nucléophiles ici on peut vraiment utiliser beaucoup de choses différentes, aniline, amine, alcool, thiol, qui sont typiquement des nucléophiles qui sont problématiques potentiellement avec la catalyse au palladium, notamment les thiols, mais du fait qu'on est dans des conditions ici très douces, on peut faire ces produits acylés. Alors, sur l'idée qu'on forme des radicaux avec le palladium, en fait, il y a eu beaucoup de travaux de Gevorgyan, avec là aussi, je vous conseille la lecture de cette revue, là, de cet Account of Chemical Research en 2025, puisque globalement, un complexe de palladium 2, ici, si on l'irradie, et c'est très vrai si on a des ligands phosphines, alors il y a une analyse des différentes phosphines, mais bon, globalement, la plupart des phosphines marchent. Si on l'irradie avec une LED bleue, il est relativement facile d'engendrer un complexe de palladium 1, mais aussi un radical aryle. Okay, et donc, ce qui va pouvoir déclencher deux types de réactivité. Alors que l'addition oxydante classique, on va dire non irradiée, elle transite par on a globalement l'insertion du métal et on a l'aryle palladium 2 de façon très claire. C'est des complexes qu'on peut isoler, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, comment exploiter ça ? Gevorgyan a beaucoup utilisé ce genre d'intermédiaire pour faire du transfert d'hydrogène, du HAT, et faire de la désaturation de substrat. Donc, si on part par exemple d'un dérivé ici, c'est cet aryle iodé, qui finalement c'est un alcool protégé avec cette halogénure d'aryle, si on l'irradie en présence de palladium, en fait, on va former le palladium 1, ici, ce radical aryle, qui va faire un transfert d'hydrogène 1,5, relativement favorable, parce que là, on a une position en plus qui est très stabilisée. Et maintenant, cet intermédiaire radicalaire, lui, se recombine avec le palladium 1 pour former un palladium 2 qui fait une élimination classique d'hydrure, ce qui nous permet d'engendrer cette double liaison. Et le palladium 2 ici est déprotoné parce qu'on a une base généralement dans le milieu. Et donc on réengendre le palladium 0 et on peut activer le palladium 0 et donc reproduire cette scission homolytique ici et le complexe de palladium 1. Donc ça c'est quelque chose qu'il a utilisé qui est très très fiable, ça marche très bien. On peut faire ces réactions de désaturation sur différents types de substrats. J'ai pris un exemple un peu plus complexe peut-être, mais qui est intéressant. Si vous avez un partenaire, une oléfine, un précurseur de radicaux iodés alkyle et un isonitrile comme accepteur de radicaux, vous pouvez former globalement ce genre de séquence où vous formez un radical ici qui va s'additionner, donc ça c'est votre radical ici, il va s'additionner sur une oléfine que l'on voit ici, et le radical ici s'additionne sur un isonitrile pour donner un radical ici. Il ne faut pas oublier que
l'addition d'un radical sur un isonitrile réengendre un radical centré sur l'azote. Et donc, c'est ça, du coup, l'intérêt de cette approche, est que globalement, ici, on a... Donc, si vous avez un autre radical qui s'additionne ici sur votre carbone, globalement, vous restez avec un... Généralement, c'est N-terbutyl ici. Et donc, vous avez un radical ici centré sur le carbone qui peut encore réagir. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Et donc, lui, il est intercepté par l'adium 1. Et donc, ensuite, on a élimination, là aussi, palladium hydrure. Et on engendre cet intermédiaire ici, kétimine. Et ce kétimine est très, très électrophile et va pouvoir réagir avec différents types de nucléophiles, soit pour former un amide. On peut aussi fragmenter cette kétimine juste pour donner un nitrile. On peut faire une 3+2, où on peut également additionner une amine, et globalement, donc on forme ces amidines. Voilà. Donc, alors bon, là je vous ai montré des réactions relativement classiques de la catalyse au palladium, mais voici un autre titre, par exemple des travaux de Chiric, avec Scholz, qui est un photochimiste, où globalement, ce complexe de cobalt, selon que l'on travaille en conditions, on va dire, thermiques ou photochimiques, va donner des réactions d'hydrogénation, mais par des mécanismes complètement différents. Donc, c'est cette possibilité d'allumer la lumière et donc de photoexciter des intermédiaires métalliques s'applique dans beaucoup, beaucoup de réactions, même par exemple de la métathèse ou des choses comme ça. Et je pourrais faire, il y a vraiment énormément d'exemples, et les études mécaniciques sont de plus en plus affinées, j'ai envie de dire. Alors revenons maintenant sur la catalyse duale, où l'idée a été réellement, dans ce cas-là, généralement d'engendrer des intermédiaires radicalaires, donc faire de la chimie organométallique, mais avec des intermédiaires radicalaires de façon contrôlée, donc soit aryl, soit alkyle, pour les engager donc, dans un cycle organométallique, donc via de la single electron transmethylation. Et donc, utiliser la catalyse photoredox pour engendrer ces radicaux de façon très, très, très douce. Et puis, profiter du fait que si on a un cycle photoredox, ça veut dire qu'on a une navette électronique entre différents degrés d'oxydation du photocatalyseur. Et donc, on va la coupler avec le cycle organométallique. Et globalement, plus récemment, cette idée a été aussi, on va dire, étendue à la possibilité de faire ça par transfert d'énergie, c'est-à-dire par photosensibilisation. Et donc, on peut faire du couplage CSP2, 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 CSP3, différentes choses. Donc, probablement, a priori, un des vraiment articles pionniers dans ce domaine, c'est celui de Melanie Sanford en 2011. Alors oui, je voudrais juste mentionner, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, là aussi il y a beaucoup de revues, mais deux qui étaient assez intéressantes, c'était cette SCS Central Science par Toast, qui était, elle, relativement tôt dans le développement de ces réactions, et qui traite déjà de ce qui avait été fait, mais de façon assez intéressante, vraiment sur l'aspect organométallique. Et puis, évidemment, celle de Macmillan, ici, un petit peu plus jeune, je veux dire, mais là, qui est très, très exhaustive. Et bon, lui, il appelle ça la métalla-photocatalysis, donc c'est son terme, mais bon, c'est une très belle revue également. Il y en a eu d'autres, mais bon, voilà, donc ça peut être assez intéressant à regarder. Alors, si on revient sur les travaux de Sanford, le principe est le suivant. Donc, on va avoir un dérivé aryl sur lequel on va faire une CH et on va utiliser un partenaire relativement facile à réduire. Et donc, on va faire ce couplage CSP2, CSP2 en mélangeant les deux photocatalyses. Ça, c'est le bilan de la réaction. Donc, il y a plusieurs exemples. Ça marche bien. Et alors, donc, l'idée, c'est d'utiliser un radical, mais la question qui se posait initialement, et il y avait déjà eu quelques articles là-dessus, où on pouvait engendrer un intermédiaire palladium 3, parce qu'en fait, cette catalyse passe par un palladium 3, en engageant un radical aryl, mais généralement obtenu par clivage d'un peroxyde. Un clivage d'un peroxyde, ça veut dire qu'on va travailler
à 100 degrés. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même relativement des conditions difficiles. D'où l'intérêt de la photocatalyse qui va vous permettre d'engendrer ce radical aryle à température ambiante. Et donc, maintenant, ce radical aryle, une fois qu'il est engendré, c'est lui qui va fonctionnaliser cette liaison carbone-hydrogène, et donc on va introduire le noyau aryle ici. Donc, globalement, comment ça marche? En fait, on va partir d'un substrat, donc du palladium 2, relativement classique, surtout ce qui est très important, c'est l'acétate d'ailleurs. On a un substrat où on a un groupement directeur pour la CH, et donc on va avoir cette CH activation donc, par méthylation, déprotonation concertée, le mécanisme de Fagnoux, et c'est là que l'acétate est important parce que c'est lui qui va déprotoner le noyau aromatique, et donc on forme ce complexe de palladium 2 où on a déjà activé la CH. Maintenant, le radical ici s'additionne, on va passer par un palladium 3, et ce palladium 3 lui-même va être encore oxydé en palladium 4 parce qu'il cède un électron, et là on a une élimination réductrice qui libère le produit de couplage. Alors, pourquoi on va dire, la difficulté de ce genre de choses, c'était de conjuguer cette libération, enfin ce don d'électrons du palladium 3 vers le cycle photoredox, parce que ici, on a eu une réduction, on a excité le ruthénium, il en était excité, et quand il est dans cet état excité, ici, il a réduit le diazonium, donc autrement dit, il s'est oxydé. Et donc lui, il va prendre l'électron ici pour se réduire et faire le cycle, et faire en sorte que les deux cycles fonctionnent. Donc là, le ruthénium BP ici est vraiment le bon photocatalyseur, et donc c'est des conditions très douces, hein, comme vous le voyez. C'est de la lumière ici, c'est vraiment une lampe de bureau classique, et dans le méthanol, température ambiante, et donc on a ces produits. Principalement, donc c'est des diazoniums qui ont été engagés ici. Alors, si on regarde bien, ce n'est pas exactement le premier exemple de catalyse duale, puisqu'il y avait déjà eu les travaux de Macmillan et Nisevitz où il y avait l'organocatalyse couplée au ruthénium, et par contre, c'est le premier exemple réellement ici en catalyse organométallique. Alors, une autre voie d'accès à maintenant du couplage carbone-sp2, carbone-sp3, c'est par mélanger la catalyse photoredox avec la catalyse au nickel qui, là, elle, permet d'introduire des fragments CsP3, puisqu'on n'a pas ces réactions de βH élimination comme on a avec le palladium. Donc là, le nickel est vraiment intéressant. Et donc l'idée vraiment importante, c'est d'avoir a priori un intermédiaire nickel 3, où un radical s'additionnait sur le complexe d'addition oxydante nickel 2, et lui, après, il a une élimination réductrice très rapide pour conduire aux produits de couplage qui peuvent être variés. Donc les précurseurs qui ont été utilisés ont été les carboxylates par Macmillan et Doyle en 2014, ou une activation ici CH. Molander, lui, a travaillé sur les trifluoroborates. Généralement, tous ces substrats ici donnent des radicaux relativement stabilisés, hein, soit benzyliques, soit stabilisés par un hétéroatome. C'est le cas ici. Où nous, le groupe, ce qu'on avait montré, c'est qu'on pouvait en fait photo-oxyder des silicates, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'activation particulière. Alors, quand je dis X, ici, d'ailleurs, c'est des oxygènes. Hein. On n'a pas besoin d'activation particulière du substrat. Globalement, c'est simplement un groupement alkyle, et ça peut être un groupement alkyle primaire. Et donc, après, on va pouvoir faire ces différents produits de couplage. Il y a des choses qui sont importantes, c'est que généralement, les ligands du nickel, c'est des BP, ridine. On peut partir d'un précatalyseur de nickel 2 ou d'un nickel 0, et on va aussi utiliser, généralement, initialement, c'était un photocatalyseur d'iridium. Alors, cette proposition mécanistique aussi est beaucoup appuyée sur le couplage diélectrophiles au nickel de Vex, qui avait suggéré ce type d'intermédiaire. Donc, c'est ce qui a été proposé. Alors, je vous en parlerai un peu dans une ou deux slides, mais c'est quelque chose qui est quand même sous débat.
Donc, juste pour montrer, nous, ce qu'on a pu faire, on a en fait engendré différents types de biscatécol-autosilicates assez facilement, en prenant un catéchol ici et un triéthoxysilade, ou un trichlorosilade. Donc, c'est des composés qui sont faciles à faire, c'est des solides, hein, on peut les isoler. Ils sont stables, sous la forme soit potassique ou ammonium. Pour les potassiques, si vous mettez un éthercourone, ils passent de stable à super stable, on va dire. Parce que là, clairement, on peut les laisser sur la paillasse sans problème. On voit leur structure cristalline ici. Donc ça, c'est celui avec un éthercourone. En fait, on voit l'éthercourone au fond. On reconnaît les catéchols ici et globalement le groupement cyclohexyle. Et puis ici, un ammonium, globalement, comme contre-ion. Et ce qui caractérise surtout ces biscatécholatosilicates, c'est que leur potentiel d'oxydation est extrêmement bas, inférieur à 1 volt. Et donc ça, c'est intéressant parce que les trifluoroborates ou les carboxylates correspondants, qu'on a vu précédemment utilisés par Macmillan, Doyle et Molander, eux, sont généralement toujours au-dessus de 1 volt. Donc là, on va pouvoir vraiment utiliser beaucoup de fragments CSP3 facilement. Bon, donc on a. Alors, là, c'était juste une preuve de concept qu'on pouvait piéger le radical en utilisant un radical benzylique et en piégeant au tempo. Ce qui est peut-être plus intéressant, donc ça, le catalyseur qui avait été utilisé initialement, c'était ce complexe d'iridium, parce que son état photoexcité est à 1,32 volts. Donc 1,32 volts, c'est bien, c'est au-dessus de 1 volt, donc ça marche bien. Celui qui est particulièrement intéressant, c'est ce 4CZ-IPN, qui vient du labo de Adachi, donc première publication sur cette molécule en 2012, mais absolument pas pour faire de la photocatalyse. En fait, c'est des molécules qui étaient destinées à faire des OLED parce que leurs propriétés de luminescence sont très intéressantes. À l'état excité, cette molécule est particulièrement oxydante. Alors ça, c'est une valeur qui vient du laboratoire de Jérôme Vazer. La littérature initiale suggérait quelque chose d'un peu plus bas. Bon, le fait est que c'est quand même très photooxydant. Et ce qui est clair, c'est que la durée de vie de l'état excité, elle, est vraiment très longue, puisqu'on a 5,1 microsecondes, ce qui est 5 fois plus, par exemple, que le ruthénium. Et si vous vous souvenez de ce genre de durée d'état excité triplé, c'est ce qu'on avait vu avec les benzophénones type tioxantone ou ainsi de suite. Donc vraiment quelque chose qui est très long-lived à l'état excité. Et donc après, une fois qu'on a ça, on peut faire une addition conjuguée, on peut faire une vinylation par addition bêta-élimination. On peut faire aussi une allylation ici. Et donc le setup est relativement simple. Des LED en ruban entourés, encerclés donc dans un bécher, ce qui assure la source lumineuse. On a un schlenk et on est sous atmosphère d'argon, et donc on engendre ces radicaux alkyles qui, a priori, ne s'échappent pas du schlenk, comme le laisserait suggérer cette photo. Donc, l'intérêt de cette photocatalyse, évidemment, c'est de faire de la chimie radicalaire de façon plus douce, mais c'est aussi de pouvoir faire ces couplages au nickel. Et il se trouve que les silicates, dont on a déjà parlé, le font très bien. Donc ça, je vous ai parlé de ces papiers. Et on peut faire vraiment de la relation de différents motifs, soit avec différents types de fonctions, même encore, par exemple, ici, un boronate, donc on peut imaginer un couplage supplémentaire. On peut avoir des aromatiques riches, on peut avoir des hétérocycles, et puis on peut aussi varier le silicate, comme on le voit ici. On peut avoir de la vinylation qui va être, elle, stéréospécifique, donc qui va en fait respecter la stéréochimie de la double liaison. Ici, on a une dichloroléphine ici. Comme vous savez, les dichloroléphines, c'est très facile à faire à partir d'un aldéhyde. On peut stérosélectivement, introduire un groupement alkyle ici. Donc, c'est quelque chose qui est robuste. En termes de mécanisme, si vous êtes vraiment intéressé par la question, je pense que l'article le plus récent, c'est cette revue par Hatt dans SIS Catalysis 2024, et qui montre en fait que c'est quand même... Il y a un certain nombre de possibilités mécanistiques, ça va dépendre quand même beaucoup des partenaires, et notamment aussi des conditions qui sont utilisées.
Nous, en collaboration avec le laboratoire là, de Ludovic Julien et puis Raphaël Plasson, Stéphane Torelli et Laurence Grimaud à l'ENS, on reste sur ce mécanisme, on va dire, où globalement on engendre un radical alkyle par le cycle de photocycle ici. Ce radical alkyle est intercepté par le complexe d'addition oxydante du nickel, d'où l'intermédiaire nickel 3. Et on a une élimination inductrice pour obtenir ce produit de couplage, nickel 1 qui est réduit. Bon. Comme je dis, certaines possibilités, il y a d'autres cycles possibles. Je ne vais pas vraiment rentrer dans ce détail parce que c'est relativement complexe et pas forcément toujours conclusif. Deux choses qui étaient importantes, c'est que finalement l'iridium 2 n'avait jamais été observé réellement par RPE et cette étude a montré qu'on l'avait, ce qui était assez intéressant. Et l'autre chose qui va dans le sens quand même que l'addition d'un radical sur un complexe de nickel 2 peut donner le produit de couplage, c'est celle-là, c'est que si on part d'un peroxyde, donc finalement ce qui avait été montré initialement avec le palladium, et qu'on se met en conditions thermiques, on a évidemment clivage de cette liaison oxygène-oxygène, évolution de CO2 et formation d'un radical alkyle qui s'additionne sur le nickel, et puis après élimination inductrice, donc on forme ce produit de couplage. Donc cette étape-là, finalement, est relativement validée, on va dire ces deux étapes-là sont validées. On a d'autres validations de certaines étapes, mais ça n'exclut pas que d'autres mécanismes peuvent être en jeu. Alors, je vais globalement passer un petit peu plus de temps sur une autre photocatalyse, à la catalyse à l'or, parce que l'or n'était absolument pas perçu initialement, en tout cas dans la chimie moléculaire, comme une source potentiellement catalytique, puisque ce que cherchaient à faire les alchimistes, c'était de transformer la boue en or, mais pas forcément d'utiliser l'or, pas pour faire de la boue d'ailleurs, mais pour faire de la belle chimie, quoi. Pourtant, donc, dès les années 60, il y a eu la catalyse hétérogène avec l'or, et puis la catalyse homogène, et donc principalement or 1, or 3, s'est développée dans les années 90-2000, donc ça, c'est une évolution aussi qui est assez intéressante. Et ce qui est très important dans cette catalyse à l'or, c'est la spécificité de la réactivité des complexes d'or, et notamment d'or 1. Et déjà, il y a quelque chose qui est particulièrement fort avec l'or, c'est que c'est l'élément pour lequel les effets relativistiques s'expriment le plus fortement. C'est-à-dire que globalement, on a des électrons dans les dernières couches ici qui ont une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et donc, ça va avoir pour conséquence que ces électrons finalement apparaissent très très lourds. On a une contraction des orbitales 6s et 6p avec l'effet relativiste. Au contraire, les orbitales 5d, elles, sont plus diffuses. Ici, l'or, on le voit, correspond à un minimum. Ici, c'est le ratio entre le rayon relativistique, on va dire calculé, et non relativistique. Et c'est là que, pour cet atome, suivi du platine et du mercure, que cet effet relativistique est le plus fort. Donc globalement, on va avoir une hybridation ici au niveau de ces orbitales qui se rejoignent, et donc l'or va apparaître comme un gros système, avec une orbitale frontière hybride avec un fort caractère S. Et donc ça c'est l'or 0, et donc si c'est l'or 1, on note un électron, et donc globalement on va avoir quelque chose qui va être très avide d'électrons. Et oui, alors ça c'est l'or tel qu'on la voit à l'état brut, mais cet or cationique auquel on a retiré un électron, donc qui est en configuration D10, a une réactivité très très semblable à celle d'un proton. Et donc on va parler d'ailleurs d'isolobalité. Donc l'or c'est un gros proton mais très contrôlé, et donc il va interagir au niveau des niveaux énergétiques, il interagit très facilement avec des liaisons pi. Donc là, c'est un pi, non pas un p, et principalement d'ailleurs avec les alcynes. Il forme des complexes très stables avec les alcènes. En fait, un peu comme on a vu la semaine dernière avec les complexes de cuivre, c'est le même modèle de Dewar, Chad, Duncanson. Donc là, avec l'or, il y a des complexes avec les alcènes qui sont relativement stables, mais avec les alcynes, il y a des complexes dont la LUMO ici est particulièrement basse, et donc on va avoir des additions nucléophiles. On a une grande alkynylophilicity de ces complexes. Donc, de façon non surprenante, l'or va être beaucoup utilisé pour ce genre de schéma,
où globalement, on va activer une triple liaison. Puis, on va avoir attaque d'un nucléophile en intramoléculaire pour former ce vinyle or. Et en fait, généralement, on a une protodéoration pour former ce type de composé. Bon, ce n'est pas la réactivité exclusive de l'or, mais c'est une réactivité quand même relativement beaucoup suivie. Et si on regarde bien, c'est un petit peu frustrant de se dire qu'on a un intermédiaire ici quand même qui a potentiellement une haute valeur ajoutée, et finalement de juste terminer par une protodéoration pour former un produit où on va dire les transformations sont un petit peu minimales. D'où l'idée de l'engager dans des réactions de couplage. Mais ça veut dire que si on veut additionner un électrophile ici, on doit passer par un intermédiaire OR3, puis après avoir une élimination réductrice pour donner un produit de couplage ici. Alors, cette élimination réductrice, a priori, il y avait pas mal d'éléments dans la littérature qui suggéraient que ça pouvait se faire relativement facilement. La difficulté, elle, c'était l'OR3, puisque globalement, déjà, bon, il y a au niveau des potentiels d'oxydation un gap assez important, mais aussi trouver on va dire un système de coordination qui favorise la formation d'un complexe OR3 n'est pas toujours évident. Donc, ça a occupé les gens pas mal sur on va dire la dernière dizaine d'années. Et notamment, il y a eu des avancées importantes en utilisant des ligands spéciaux tels que le Dalphose, donc c'est les travaux d'Amgoun et Bourissou à Toulouse. Ça, c'est vraiment ce qui a fait avancer cette chimie, rejoint d'ailleurs par Russell et Patil. Mais on peut aussi trouver, par exemple, des réactifs, s'ils sont très électrophiles, on va pouvoir faire l'addition oxydante sur l'or, ou on va pouvoir jouer aussi sur des libérations de tension de cycle, ou ainsi de suite. Et globalement, une autre voie qui était intéressante et qui nous intéressait, c'était d'utiliser la catalyse photoredox, puisque globalement, Glorius et Toast avaient montré en 2013 et en 2014 qu'on pouvait aussi faire quelque chose qui ressemblait à ce qu'on a vu avec la réaction de Sanford, c'est-à-dire avoir un photocycle réducteur couplé à la catalyse à l'or pour avoir des produits de couplage. Donc, juste pour montrer l'idée, c'est que donc, on garde le même partenaire ici, on met un électrophile, on va former un produit de couplage, et donc on va mettre maintenant un photocatalyseur ici et un catalyseur à l'or, précatalyseur, et donc on va obtenir ces produits de couplage. Et là aussi, on va donc faire travailler de concert deux cycles, un cycle catalytique à l'or, avec une photocatalyse réductrice. Donc, imaginons qu'on part d'un précatalyseur à l'or 1. Si on additionne un radical ici qui vient de ce cycle, on va passer à un complexe d'or 2. Ces complexes d'or 2 sont très connus pour être vraiment peu stables et surtout très bons donneurs d'électrons. Donc lui, il va redonner son électron au cycle photocatalytique pour donner un complexe d'or 3. Tout à l'heure, ici, ce qui faisait la même chose, c'était un complexe de palladium 3 pour donner le complexe de palladium 4. Donc une fois qu'on a ce complexe d'or 3, il active l'alcyne. On a une addition nucléophile intramoléculaire. On forme ce vinyle or 3, puis élimination réductrice, et donc on a ce produit de couplage. Et donc ici, on a globalement quelque chose qui tourne assez facilement. Il faut réduire un groupement Rx, et généralement, ce qui a été beaucoup utilisé, et voire même exclusivement utilisé, c'est les aryles diazonium, qui sont très très faciles à réduire. Les iodoniums peuvent faire aussi la même chose, mais globalement, c'est un petit peu moins utilisé. Donc on avait pu valider ça, nous, au labo, pour faire des benzofuranes. Donc l'idée ici, c'est qu'on utilise le même partenaire de couplage, donc un diazonium, qu'on va greffer ici sur un carbone sp2. Et le nucléophile ici qu'on va utiliser avec une triple liaison, c'est ce genre de phénol, et on peut faire ces benzofuranes. Donc l'intermédiaire qu'on va former, c'est ce complexe vinylique or 3 qui va faire une élimination réductrice. Puis il attaque aussi nucléophile ici, et donc on forme ce genre de benzofurane. C'est une réaction qui marche bien, surtout si vos partenaires aromatiques sont pas trop riches en électrons. Parce que si vos partenaires aromatiques sont trop riches en électrons, en fait vous allez avoir de la protodéoration. Alors, l'idée c'était maintenant, j'ai envie de dire, cette réaction, une fois qu'elle est établie, on voit très bien qu'il va y avoir des limitations, c'est qu'au niveau des partenaires, ça va être principalement de la chimie de diazonium. Bon, il y a beaucoup de diazonium qui sont potentiellement achetables,
mais faire des diazoniums, ce n'est pas toujours très drôle. Les iodoniums ont leur intérêt, mais finalement, quand vous y pensez bien aussi, vous sacrifiez un noyau aromatique, hein, puisque vous formez un aryl iodure comme sous-produit, donc ce n'est pas forcément non plus idéal. Et finalement, est-ce qu'on peut forcer à aller sur ce type de réactivité, mais avec des partenaires qui sont beaucoup moins faciles à réduire? D'où l'idée d'utiliser des alcynyles halogénures, soit iodés ou bromés. Et comme vous le voyez, au niveau du potentiel, ici, on est quand même beaucoup plus bas, parce qu'un iodonium, c'était au-dessus de 0, et là, on est à moins 1, on va dire vers 1,5, donc ça va être beaucoup plus dur. Et aussi, ça suggère que est-ce qu'on engendre vraiment un radical alcynyle, qui est a priori un intermédiaire particulièrement peu connu, voire est-ce qu'on peut vraiment croire en la formation d'un radical alcynyle en solution? Alors, de façon non surprenante, quand on a essayé ce genre de chimie, je reprenant juste les mêmes conditions que tout à l'heure pour le benzofurane, même complexe d'or, même complexe photocatalyseur, le ruthénium, même solvant, le méthanol, et maintenant on remplace juste un iodonium par cet alcényl iodure. En fait, non, il ne se passe rien, on n'a pas de produit de couplage. Donc ce n'était pas non plus complètement surprenant, puisqu'au niveau des potentiels, on était assez loin, mais ça montrait bien que si on voulait ce genre de choses, il fallait certainement trouver d'autres conditions. Donc c'est ce qui a été fait. Et comment varier simplement faire marcher une réaction a priori qui est, on va dire, qui n'a pratiquement aucune chance de marcher, comment la faire marcher juste en changeant des conditions, mais probablement d'ailleurs ça implique un mécanisme différent. Et les conditions qui ont été trouvées pour la faire marcher initialement, et un tout petit peu, 15% de produits de couplage, comme vous voyez ici, on utilise les mêmes combinaisons d'or et de ruthénium, mais on a changé quoi? On a changé le solvant, on est passé du méthanol à l'acétonitrile, et on met également une base maintenant, on met du potassium carbonate. Et ça, le fait de mettre ces deux-là va complètement changer le scénario. Alors bon, initialement, basé sur l'idée que ça pouvait être du photoredox, on s'est dit pourquoi pas ne pas aider la réaction en mettant un photocatalyseur qui va être plus réducteur. Et là, vous n'avez plus que 8%, donc vous voyez bien que ce n'est pas la bonne façon d'évoluer. Donc globalement, et surtout que la manip, avec toujours ce même précatalyseur d'or, mais par contre avec ce complexe d'iridium qui, lui, relativement photo-oxydant et très peu photoréducteur, marchait mieux. Donc on n'allait vraiment pas dans le sens de quelque chose qui était redox. Et on a trouvé que finalement ce couple, ici, avec ce photocatalyseur et ce complexe d'or avec des CF3 sur les phosphines, était lui relativement favorable et permettait d'avoir un bon rendement. Bon, la phénanthrolyde aussi aide la réaction. Mais ce qui est très important, c'est que si on ne mettait pas de photocatalyseur, votre réaction ne marche pas bien, mais elle marche encore. Donc le photocatalyseur n'est pas indispensable, l'or est indispensable, la lumière est indispensable et la base est indispensable. Ça, c'est vraiment ce qui était important. Donc comment comprendre ça? Donc il faut se remettre quand même quelques années auparavant. On était vraiment encore dans le dôme du photoredox, on ne voyait pas forcément des autres modes d'activation. On a regardé différents intermédiaires et on s'est posé la question de est-ce que le vinyle or, qui est potentiellement formé dans cette réaction, est-ce qu'il a une réactivité particulière qui expliquerait la formation de notre produit de couplage? Et donc effectivement, si on fait ce vinyle or, alors une façon facile de le faire, c'est d'utiliser cette méthode-là de HMI où on part de l'or chlorure, on se met en condition basique avec un sel d'argent et donc on forme ce vinyle or qui est très facile à sortir, qui cristallise et on peut en faire une bonne quantité. Et une fois qu'on le mélange avec le iodoalcyne ici, en présence de LED bleu, parce que vous voyez que si donc on fait ça dans un tube RMN, on chauffe ça enfin on ne chauffe pas, mais on l'irradie toute la nuit et on obtient du produit de couplage à 33%, mais avec quand même pas mal de produits iodés. Donc globalement, c'est clair qu'il y a une photosensibilité a priori du vinyle or, mais qui est très très exacerbée si maintenant on met le photocatalyseur, puisque globalement, dès qu'on met le photocatalyseur, la réaction est très 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 rapide, et on a ce produit de couplage de façon presque quantitative en 3 heures. Donc globalement, la présence du photocatalyseur accélère ce couplage, même sans être indispensable, et surtout aussi ça rend la réaction quand même plus propre. Et on a pu vérifier qu'on formait bien ce vinyle or dans les conditions de réaction, puisqu'on peut l'isoler en mettant le précatalyseur d'or et ce phénol. En présence de K2CO3, on obtient le vinyle or ici facilement. Alors,
juste ce qui était aussi publié juste au moment où on travaillait là-dessus, c'est que, et je quitte l'or 30 secondes, mais ce qu'avait montré Macmillan, c'est que globalement, on pouvait avoir des additions oxydantes de façon qui peuvent être effectivement photocatalysées, mais non pas par transfert redox, mais globalement ici par alors d'ailleurs, excusez-moi, par transfert d'énergie. Et donc ici, globalement, on a en fait ce complexe ici qui va subir un transfert d'énergie. Et en fait, le titre n'est pas oxydative addition, mais c'est reductive elimination. En fait, globalement, ici, on va avoir un transfert d'énergie qui va favoriser l'élimination réductrice pour former cet aryl ester, donc, et pour libérer le complexe de nickel 0 qui va faire une addition oxydante dans le complexe, dans le bromo-arène, ici, pour faire le complexe d'addition oxydante, échange de ligands, et puis donc en fait le transfert d'énergie ici favorise l'addition réductrice et non pas l'addition oxydante. Donc globalement, ça veut dire qu'on peut utiliser un photocatalyseur pour faire du transfert d'énergie. Et ça a été relativement... donc d'ailleurs, on le voit bien parce qu'on peut utiliser la benzophénone. Et s'il n'y a pas ici de photocatalyseur, ça marche, mais c'est quand même beaucoup plus long. Donc l'iridium est très favorable. La benzophénone peut faire le boulot, mais visiblement pas terrible, enfin moins bien. Et son photocatalyseur, ça marche quand même. Donc globalement, on s'est dit que peut-être on avait effectivement nous aussi un transfert d'énergie. Il se trouve que Glorius avait publié à cette époque-là aussi une revue sur ces transferts d'énergie, et notamment sur l'intérêt d'observer potentiellement ces transferts d'énergie en utilisant de l'absorption transitoire pour voir si on voit des espèces transientes pendant la photoexcitation. Donc nous, ce qu'on a montré en collaboration avec donc, Ludovic Julien et son laboratoire, Thomas Lesault et Agathe Espagne, c'est que le iodoalcine ne quenchait pas la phosphorescence du vinyle or, de l'iridium, pardon, mais par contre c'est bien le vinyle or qui quenchait ces phosphorescences. Donc là, on avait bien une interaction entre le vinyle or et l'iridium, et a priori par transfert d'énergie, parce que la constante de quenching ici est très élevée. Pas loin de la vitesse de diffusion, et donc c'était relativement cohérent, et un certain nombre de choses allaient dans le sens qu'on avait un transfert d'énergie dont on a déjà parlé, dexter, donc triplé. Donc on passe d'un iridium triplé qui engendre un vinyle or triplé. Et donc ici on a, comme je disais, ces revues, et ici on voit le spectre d'absorption transitoire en fait de l'iridium triplé. Ce que l'on voit, c'est que quand il n'y a pas de vinyle or, on a donc cette absorption, mais qui est vite quenchée par l'addition de vinyle or. On ne voit pas réellement l'apparition d'une espèce qui pourrait être le vinyle or triplé. Bon, éventuellement, il y a quelques, on va dire, petites bandes ici, mais ce n'est pas complètement évident. Mais par contre, on voit bien le quenching ici. Donc cette absorption transitoire, qui avait été d'ailleurs mentionné par Macmillan dans cet article, peut aider, mais ne va pas forcément conduire à l'identification d'un intermédiaire photoexcité. Alors, donc, si on récapitule le schéma, ici, dans ce cas-là, on a globalement formation du vinyle or en conditions basiques. On va avoir un transfert d'énergie pour former un vinyle or à l'état triplé. Qui, lui, va en fait réagir avec le iodoalcine pour donner le produit de couplage. Je vais revenir sur cette étape dans une minute, et libérer le produit de couplage. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que j'indique une pliure de l'alcynyl'iodure, parce qu'en fait, globalement, on a un transfert d'énergie de ce vinyle or triplé sur le iodoalcine, pour conduire au produit de couplage. Et donc, c'est ce qu'on voit mieux ici. Donc, il y a des travaux d'Héloïse Haussmann et Yves Gimbert qui ont permis d'arriver à ce genre de conclusions et qui ont été très importants. Si on regarde de plus près l'évolution le parcours en fait, à partir du vinyle or triplé, donc cette interaction ici avec le iodoalcine, comme je dis, se concrétise donc par la formation d'un complexe ici avec un transfert d'énergie où globalement maintenant notre iodoalcine est à l'état triplé et
pliés. Et en fait, on va avoir une dissociation carbone-iode qui conduit à ces deux entités radicalaires qui, elles, se recombinent pour former un complexe d'Or3 square planar, puis élimination réductrice pour donner le produit de couplage. On peut aussi avoir une élimination réductrice pour former la carbone-iode, mais la barrière est beaucoup plus élevée. Et donc, d'ailleurs, elle est tellement élevée qu'elle n'explique pas forcément d'ailleurs la présence des produits iodés qu'on a dans la réaction. On peut avoir d'autres réactions qui conduisent à cette formation de produits iodés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde bien ici, globalement, le radical alcynyle qu'on voulait potentiellement former par catalyse photoredox, on ne le forme pas par catalyse photoredox, on forme quelque chose qui réagit comme un radical alcynyle, mais par transfert d'énergie. Et donc, on arrive au même design de réaction, mais par une voie complètement différente. Et globalement, on n'a pas réellement un radical alcynyle libre, mais quelque chose qui réagit comme. Donc, cet état triplé du iodoalcyne. Et donc, c'est ce qu'on a résumé ici. On a inclus ces calculs dans cette perspective, où globalement, le radical alcynyle, oui, on peut le voir en phase gaz sans problème. On peut le voir, a priori, il est certainement formé dès qu'on fait du greffage de surface, parce qu'il y a du greffage de noyaux alcynes sur les surfaces métalliques, par exemple. Par contre, en solution, à moins que votre substrat qui peut piéger le radical alcynyle soit un solvant, il y a des travaux notamment du groupe de Tielko dans les années 70, globalement, vous pouvez avoir une réactivité qui s'apparente à un radical alcynyle, mais la façon la plus simple de le faire, c'est d'engendrer l'état triplé de ce iodoalcyne. Voilà, donc juste aussi pour montrer que le scope est relativement général sur ce genre de réaction. Donc on peut avoir différents types de vinyle or qui peuvent être engagés, ou même aryl or, et avoir ce genre de couplage. Ce n'est pas limité au iodoalcyne, d'ailleurs on peut aussi avoir un vinyle iodure. Et on peut aussi avoir un nucléophile azoté. Alors, dans le cas du nucléophile azoté, il y a d'ailleurs une petite surprise, c'est que cette réaction, vous voyez, elle marche à 50%, mais globalement, et ça c'est les conditions qui ont été utilisées ici, elle marche mieux, ici, en fait, elle marche mieux s'il n'y a pas de photocatalyseur. En fait, si on ne met pas d'iridium, la réaction qui conduit au couplage ici pour former l'indole, globalement, conduit à 64% de couplage. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a de l'iridium ici, on a en fait une expulsion du radical sulfonyle, on a un clivage ici homolytique de la liaison N-sulfone. Donc pas besoin de photocatalyseur. Évidemment, on a vérifié que dans les conditions initiales, avec ce substrat, la présence de photocatalyseur était vraiment importante. Effectivement, on n'a que 11% de couplage. Donc on a vraiment une différence importante ici entre un dérivé azoté ou un dérivé oxygéné. Et ça, on a pu l'expliquer par le fait que globalement, quand on a le dérivé azoté, qu'on se met en présence en milieu basique, on forme cet agrégat. Et cet agrégat ici a une luminescence. Alors cet agrégat, on a pu le caractériser par absorption UV visible. En fait, dès qu'on monte la concentration, donc ça c'est un milieu très dilué, et dès qu'on monte la concentration, on a une nouvelle espèce qui apparaît, dont on voit le spectre d'absorption, où on a également une espèce ici dont la luminescence est différente. On a pu cristalliser cet agrégat et montrer en fait que le potassium était octacoordiné en fait, et avait plusieurs sites de coordination avec l'azote, les oxygènes et même la triple liaison, et un état singulé avec une durée de vie inférieure à 20 nanosecondes mais qui était là. Et donc c'est a priori cette espèce qui sert de photocatalyseur dans ce cas-là. Globalement, ce qui a été important, ce qui a été intéressant de montrer, c'est que effectivement cet agrégat, sa luminescence est quenché par le vinyle or, mais on a un transfert d'énergie en fait entre l'agrégat et le vinyle or, mais dans ce cas-là, juste pour en fait, résumer, il est globalement comme si c'était intramoléculaire. Parce qu'en fait, on a une association assez forte entre l'agrégat et le vinyle or, qui conduit à si on calcule la constante de quenching sur une base de dynamique, on obtient quelque chose qui est au-dessus de valeur de diffusion
des solvants, donc ce n'est pas possible. Donc en fait, ces deux espèces ici sont associées, on photoexcite cette entité et on a un transfert d'énergie entre les deux qui conduit à un vinyle or a priori singulé, puisque là, ça serait un transfert d'énergie singulé. Puis, du fait qu'on a un atome d'or, on a du spin-orbit coupling qui conduit à l'état triplé. Et donc, on a en fait une addition oxydante, comme tout à l'heure, où on passe a priori par l'état triplé du iodoalcine. Et pourquoi on pense effectivement qu'on a cette association très forte entre le vinyle or et l'agrégat? C'est que si on fait des mesures de Stern-Volmer à différentes températures et qu'on les résume ici, globalement, plus on est à froid, c'est-à-dire 0 degré, plus la constante de quenching est élevée. Donc ça, c'est à froid. Et plus on chauffe jusqu'à 25 degrés, plus le quenching, sa cinétique, diminue. Et donc effectivement, ça va dans le sens qu'en étant un petit peu plus chaud, on a globalement une dissociation du complexe vinyle or agrégat. Et donc on a ici libération, enfin les deux entités se séparent et donc le quenching est un petit peu moins efficace. Alors bon, juste une chose, c'est que le quenching ici, on peut utiliser d'autres partenaires. Ça, c'est un autre partenaire qu'on a introduit ici pour ce type de réaction. Étonnamment, ces iodoinamides étaient connus comme partenaires de cycloaddition, mais absolument pas en catalyse organométallique. Et ici, on peut les engager. Et l'avantage maintenant, c'est qu'on a quand même des substrats globalement bien fonctionnalisés, puisqu'on a une triple liaison qui est enrichie, qu'on peut activer avec une source électrophile, comme par exemple un catalyseur d'or, rhodium, et on peut faire des carbazoles ou ainsi de suite. Donc, on a une possibilité de conduire à des substrats différents. On peut aussi former ces systèmes polycycliques relativement facilement. Cette chimie est relativement générale, en tout cas cette alkynylation par photosensibilisation, parce que voici deux autres exemples. Ici, on change le nucléophile avec une entité carboxylate, et le vinyle or qui est formé a priori, enfin, on a pu montrer qu'en fait, il se photoexcite directement. Lui, il n'a absolument pas besoin de photocatalyseur. En fait, son lambda max est sérieusement déplacé par rapport aux autres. Et donc, on peut former ces alkylènes phtalides absolument non décrits précédemment. Et donc, on a un degré de fonctionnalisation ici assez important. Et donc, les rendements étaient tout à fait corrects. Et puis, ici, on peut aussi former ces buténolides dans ce cas-là, avec ce iodoalcine et ces alénylesters en présence d'or cationique et ce photocatalyseur. Et donc là, c'est ce vinyle or qu'on va pouvoir fonctionnaliser. Voilà, donc c'était un petit peu l'histoire de cette catalyse alors et de ces catalyses duales. Donc ce que vous voyez, c'est que là, on a des systèmes globalement où on arrive à mélanger selon les partenaires, la catalyse photoredox ou la catalyse par transfert d'énergie, mais qu'on a aussi le cas où l'intermédiaire organométallique est suffisamment photoexcitable pour réagir. Donc c'est clair que cette catalyse ici des organométalliques sous irradiation est vraiment, j'ai envie de dire, très balbutiante et naissante, et qu'on va certainement voir beaucoup d'applications dans beaucoup de cas. Et il y a déjà bien d'autres métaux qui ont été engagés et bien d'autres types de processus. Donc je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions.